L'argent, un sujet tabou dans le monde de la chasse, un sujet qui fâche. Pourtant, la chasse occupe une place importante dans l'économie. 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On compte 1 300 000 chasseurs dans le pays. Chacun dépense en moyenne 1 600 € pour son loisir, une coquette somme. En France, il y a 1000 manières de chasser, 1000 manières de pratiquer cette passion. Enquête sur une passion française qui rapporte gros, une tradition devenue un enjeu financier. Le Nord, c'est le territoire des chasseurs de gibier d'eau, une chasse pratiquée par plus de 200 000 personnes, des côtes du Nord à la frontière espagnole. Le principe est partout le même, une petite cabine au milieu des marais, seul le nom diffère d'une région à l'autre. C'est un gabion en Normandie, une tonne en Aquitaine ou une hutte en baie de Somme. La Somme est le berceau de cette chasse si particulière qui en un demi-siècle a profondément été bouleversée. C'est vrai que le berceau de la chasse au gibier d'eau, c'est ici. Il y a eu une grande personne, en l'occurrence le comte Joseph de Valicourt, qui a créé l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau ici en 1935. Et forcément, tout ce qui sortait et tout ce qui sort encore aujourd'hui de la baie de Somme, c'est parole d'évangile presque. Et donc la réputation de la Somme a été ainsi perpétrée au travers des années jusqu'à aujourd'hui, où on a l'impression quand on revient en baie de Somme, on va dans le sacro-saint endroit de la chasse au gibier d'eau. Or, c'est sûrement pas en baie de Somme où on prélève le plus d'oiseaux. Mais pour combien de temps encore? La saison 2006-2007 a été extrêmement mauvaise. 25 canards affichés cet hiver dans cette hutte, quand hier, on en prélevait 4 fois plus. Objet de toutes les plaintes, les nouvelles contraintes imposées par l'État. Il faut désormais baguer les appelants, ce gibier qu'on élève pour attirer les oiseaux de passage. Mais c'est surtout un problème de qualité de vie. Je veux dire que ça, c'est comme disait Hervé, le principal, c'est de pouvoir... On est des chasseurs d'étoiles, voilà. On rêve la nuit. On veut continuer à pouvoir rêver, à espérer. Là, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas d'appelant, mais quand vous avez vos appelants qui donnent, on connaît nos appelants, la façon qu'une canne, elle force, quand on dit elle force, c'est qu'elle voit du gibier, donc elle appuie dessus. Elle essaie de le convaincre de se poser la nuit sur la mare. Ça ne marche pas à tous les coups, d'ailleurs, mais nous, quand c'est comme ça, on est là, on espère. Le moment le plus important pour moi, chasseur de gibier d'eau, c'est de faire poser le gibier. Le tirer ou le prélever, ça n'a que peu d'importance, je vais dire. Mais là, nous, l'important, c'est de pouvoir avoir cette pause. D'avoir la pause. Et puis, aujourd'hui, le chasseur souffre également des tracasseries administratives. Je veux dire, autant c'est un espace de liberté, autant aujourd'hui, ça devient un espace de contrainte. Contrainte parce que les canards, il faut les baguer. Contrainte parce que les canards, il faut les surveiller, leur mettre des bâtonnets dans le rectum pour voir s'ils n'ont pas la grippe aviaire. Enfin bref, aujourd'hui, tout est contrainte. Il faut avoir un cahier pour suivre l'état sanitaire des canards. Tout est comme ça. On avait du plomb, on nous passe à l'acier. Et de plus en plus, ça coûte cher. Nous sommes peut-être les derniers, c'est un peu l'histoire d'Astérix et d'Obélix, le dernier petit village gaulois au moment des Romains. Le dernier village gaulois a perdu bon nombre de ses fidèles. Ils étaient 300 000 il y a une dizaine d'années à chasser en France le gibier d'eau. Il ne serait plus que 200 000 cette année. 12 500 dans le département de la Somme. Raison principale de la désaffection, cette pratique coûte de plus en plus cher. On fait peut-être partie des nantis entre guillemets, mais je veux dire, des gens qui peuvent mettre un peu de sous dans la chasse, mais moi je me mets à la place d'un type, encore une fois, qui travaille au SMIC ou qui est chômeur avant. Bon, chômeur, il allait faire un coup de passe-pierre, il allait faire un coup de moule, il allait faire un truc comme ça, puis il allait à la chasse. Aujourd'hui, il ne peut plus, quoi. C'est clair. Je vais à la chasse pour me détendre. Si j'arrive pas à me détendre en allant à la chasse au gibier d'eau, je n'y vais plus. Et puis, c'est vrai qu'on a été, nous les chasseurs, un peu nantis, parce que pendant un moment, on chassait, on va dire, à partir du 14 juillet jusqu'au même plus tard, parce que Hervé et moi, on a connu le temps des avriaux, etc. Mais c'était mieux. Depuis des années, on a l'impression qu'on nous tape, c'est le clou qu'on enfonce. Pour une volonté clairement affichée de dire, on va faire disparaître la chasse. On a fait faire une étude par l'École supérieure de commerce d'Amiens,
on s'apercevait quand même à l'époque que le budget moyen d'un chasseur moyen, quand tu mets tout bout à bout, les journaux, le chien, le blé, les canards, etc., ça faisait quand même un billet de 20 000 francs à l'époque quand même. Bon, donc, on va dire 3 000 €, bon, ça se trouve pas sur les pieds d'un cheval, quoi. Donc, aujourd'hui, eh bien, les chasseurs ne peuvent plus mettre ça. L'histoire de cette chasse, c'est une succession de soubresauts. Hubert Balédan fut un acteur majeur. À 65 ans, l'ancien conseiller régional, président de la Fédération des chasseurs de la Somme pendant 16 ans, connaît toutes les ficelles. Cette chasse n'a pas toujours été prisée par les gens des lieux. Ce n'est qu'au milieu des années 50 que les marais vont devenir à la mode et que les huttiers vont faire monter les enchères. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les étangs étaient très mal considérés. Et on appelait ça d'ailleurs des marais, au lieu du mot étang. Et absolument personne n'en voulait. C'était l'époque où la tradition faisait que l'exploitation économique traditionnelle de la tourbe était terminée. On l'avait remplacée par d'autres combustibles. Et c'était l'époque où la chasse et la pêche n'étaient pas une activité de loisir. En tout cas, pas une activité de loisir commercialisable, payante. Je pense que l'immobilier des étangs a trouvé son apogée, par contre, dans les années 60-70, les 30 Glorieuses. Ça a été le moment où on a négocié le plus cher la parcelle à l'hectare de nos étangs dans la vallée de la Somme. Les marais, presque partout en France, ont été créés par des moines au Moyen-Âge, très longtemps entretenus pour la pêche, puis pour la tourbe. Dans les années 60, la réduction du nombre de petits gibiers et la myxomatose qui a décimé les populations de lapins vont entraîner bon nombre de chasseurs vers les étangs, augmentant d'autant plus l'attrait de la hutte. Ici, on a le type même d'une hutte de la Haute-Somme, c'est-à-dire une hutte confortable. Là, on a découpé un petit peu comme on le fait pendant les vacances. On fait des séjours à la nuit et je dirais à l'année. Il pourrait y avoir un renouvellement de 15 personnes. 15 personnes par semaine, 15 fusils, des chiffres théoriques, mais qui montrent bien que cette chasse fut très prisée, tellement prisée que l'on construit des huttes autour du moindre étang. Il y a eu un phénomène quand même dont il faut bien parler entre nous, c'est la prolifération des huttes dans les années 60-70. Avant le moment où on a réglementé les constructions de huttes, on a eu des constructions de huttes partout. Dans tous les points d'eau, dans tous les trous d'eau, dans tous les étangs, on a construit largement des huttes. Donc on a multiplié par 10, par 20, par 30 le nombre d'installations. Aujourd'hui, je vais vous dire que je ne voudrais pas être canard sauvage pour traverser l'accueil dans le pays de Somme. Parce qu'il y a des huttes partout. Parce qu'il y a des chasseurs partout. Le canard a intérêt à être vigilant. On a recensé plus de 3000 huttes dans le département, beaucoup trop. C'est le résultat de la très forte pression financière constatée dans les années 60. On peut dire qu'une nuit à l'année pour la période de chasse coûte prix plancher, c'est-à-dire prix minimum 300 à 400 €, hein, ce qui n'est pas exorbitant, mais qui peut aller jusque 1500, 2000 € hein, pour la même nuit, dans un autre endroit naturellement. Et cet autre endroit, il sera fonction du nombre d'oiseaux capturés, on va dire, hein, ou du nombre d'oiseaux tués. Alors moi, il y a un calcul que les chasseurs de gibier d'eau font et que je trouve détestable. Je le dis sincèrement, c'est calculer le prix de la nuit au prix du canard en fonction donc X canards, 100 canards multiplié par 10 €, ça fait X €. Le calcul est simple. Plus le nombre de canards tués est élevé, plus la hutte est chère à la location. Très vite, cela a dérapé. Récemment, une hutte a été vendue autour de 150 000 €. Dépasser des tableaux de 1500 à 2000 pièces par an, ça me paraît être quand même largement excessif.
par rapport aux autres. Hein. C'est toujours une question de partage. Et le gâteau, il faut le partager entre X et X, Y personnes. Et bon, ça me paraît excessif. Pour Hubert Balédan, le système est à revoir. On doit très vite créer des réserves, des zones de repos et limiter le nombre de prises par nuitée ou par année. C'est le prix à payer si l'on veut continuer à pratiquer cette chasse traditionnelle. On a déjà limité à 5 oies par nuit. Et dans l'année après? Dans l'année, on a régularisé une totalité par tour d'hute à 15 oies. Mais sans quoi on n'est pas obligé. Moi j'ai vu des tableaux ici de faire 30 oies en une nuit. Alors si on n'arrête pas ça, ça devient catastrophique. Hein. Lorsque j'étais président de fédération, mon vœu avait été, mais je n'ai pas été suivi par les associations diverses de chasseurs de gibier d'eau, parce que ça avait un coût important, mais mon vœu était de faire un chapelet de réserves, grandes, petites, moyennes, et on avait le cas avec les bassins de décantation de Bonduel, qui sont tout près d'ici, tout près de Péronne. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On chasse sur les bassins de décantation. C'est-à-dire qu'on va chercher le gibier d'eau dans son extrémité la plus profonde. En 2007, il est désormais facile de trouver une place dans les huttes. Il suffit de lire les annonces dans la presse locale, de s'adresser aux mairies ou aux propriétaires. La demande affaiblie et les étangs, qui ne seront plus entretenus par les chasseurs, risquent à très court terme de disparaître. C'est le cri d'alarme des gens des marais. Aujourd'hui, je peux vous assurer que si vous vouliez, ou si vous aviez voulu il y a 2 mois, une action dans une hutte en Haute-Somme, on vous l'aurait trouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il est en dessous. Il est en train de se casser la figure à très grande vitesse depuis déjà une dizaine d'années. Personne ne réagit, personne ne veut voir les choses, personne ne dit les choses, surtout pas les fédérations, qui elles ont comme la politique de l'autruche, elles ferment les yeux. Mais c'est une mauvaise politique parce qu'à terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les fédérations, elles vont perdre des adhérents. Rien à voir avec la chasse populaire du Nord. La Sologne est la destination de prédilection des riches fusils parisiens. Chaque week-end d'automne, ils sont plus de 10 000 à débouler dans les petits villages. Ils viennent passer une journée entre forêts et étangs à traquer le faisan et le chevreuil, dépensant sans compter pour leur passion et pour le plus grand bonheur de l'économie de la Sologne. Une véritable manne financière pour cette région rurale. Selon les chiffres de l'Observatoire économique du Loir-et-Cher, les recettes de la chasse s'élèveraient à près de 100 millions d'euros par an pour la seule Sologne. 7 millions d'euros par week-end. Patrice Martin-Lalande, le député du Loir-et-Cher et président du syndicat de Sologne, a réussi à faire de la passion de la chasse une affaire rentable. La chasse, c'est véritablement une activité essentielle pour l'emploi en Sologne, directement et indirectement, parce que, à cause ou grâce à la chasse, un certain nombre de résidents secondaires choisissent la Sologne, comme ils choisiraient les sports d'hiver ou les bords de mer, ils choisissent la Sologne grâce à la chasse, et au-delà de l'activité chasse, viennent en Sologne une partie de l'année, les week-ends ou à d'autres moments, y amènent des amis, y consomment, y font des travaux qui sont tout à fait importants pour l'activité du bâtiment. Bref, on a beaucoup de retombées très positives. Et quand on a la chance d'avoir un patrimoine naturel de grande qualité, de grande réputation, ça attire du monde. Donc, il est inévitable, quand ça attire du monde, les prix grimpent. Alors, on peut le regretter. Moi, j'arrive pas à regretter que la Sologne soit tentante, attire, retienne, fasse vivre. C'est vrai que pour les agriculteurs, il n'est pas facile de trouver des terrains à un prix en rapport avec ce qu'ils peuvent tirer de la culture de la terre, qui est pauvre. Et donc là, il y a un problème pour assurer le maintien et le renouvellement des agriculteurs en Sologne. Et c'est vrai qu'on a, il faut le dire, une des prises agricoles qui nous inquiète, mais contre laquelle il n'est pas très facile de lutter. Pas très facile de lutter. Mais les chasseurs ne sont pas arrivés ici par hasard. François Ier en avait fait son domaine de chasse à Chambord, Napoléon III y avait fait venir les industriels, qui ont fait bâtir des centaines de châteaux
autant de relais de chasse. La Sologne est ainsi devenue le royaume de la propriété privée. Ici, aucun parc naturel, une seule forêt domaniale, mais 350 châteaux. C'est la Sologne des 350 familles. Sur ces domaines, on mesure large ces terres. La famille Bouygues et ses 700 hectares. 250 hectares pour Christophe de Chavannes. Autant pour Gaston Lenôtre. 1000 à Vouzeron pour les laboratoires Monod. La Sologne est un véritable bottin mondain. Aujourd'hui encore, les prix flambent et l'on voit toujours de riches Parisiens reconstituer de grandes propriétés de plusieurs centaines d'hectares entièrement dédiées à la chasse. François Reynaud possède 5 agences sur ce territoire giboyeux. Il est leader sur le marché de ces propriétés de plusieurs millions d'euros. La Sologne a toujours suivi un peu une courbe ascendante, jamais des grandes pics et jamais des grandes chutes. C'est quelque chose de très terrien, je dirais, donc ça suit toujours une évolution tranquille. Si je prends les références de mon père, donc à la sortie de la guerre, qui vendait la Sologne à 1000 francs ancien hectare, Paris valait dans le 16e 1000 francs le mètre carré. Moi je suis arrivé en 72, ça devait valoir peut-être 10 000 francs l'hectare, et à Paris ça valait 10 000 francs le mètre carré. Il y a peu de temps, j'ai un de mes enfants qui a acheté un appartement à Paris. Il me disait que c'était cher à Paris, mais on était à 30 000 francs l'hectare, et en Sologne on était à 30 000 francs l'hectare. Et aujourd'hui on retrouve les mêmes valeurs. Quand vous êtes en valeur moyenne en Sologne à 5 000 euros l'hectare, on est à 5 000 euros le mètre carré dans un quartier moyen du 16e. Donc on s'aperçoit qu'on suit toujours la même courbe entre le prix d'hectare en Sologne et le prix du mètre carré dans le 16e. On parle de la terre, on parle du bois, mais on ne parle pas des bâtiments. Il est évident qu'aujourd'hui, on a des maisons qui peuvent représenter des sommes assez importantes par rapport à la valeur foncière du sol. Et ça, ces bâtiments-là, on peut avoir des bâtiments qui peuvent valoir 200 000 euros, comme on peut en avoir qui peuvent valoir 2 millions d'euros. Sans le gibier et les fusils, ces landes recouvertes de bruyères, ces forêts au sol sablonneux ne vaudraient pas grand-chose. C'est la proximité de Paris et d'une sortie d'autoroute qui font l'attrait de la Sologne. 80% des acheteurs sont issus de la région parisienne. Donc c'est un peu le domaine typique de la Sologne, avec une maison solognote face à un étang qui doit faire à peu près 4 hectares, avec des bâtiments solognots à colombage. Et puis un terrain de 97 hectares avec une partie boisée, une partie en terre de culture de chasse, une partie en friche, qui permet de chasser au chien d'arrêt tranquillement. On a 5 étangs, mais des étangs qui sont des étangs marais, un peu avec beaucoup de joncs, avec beaucoup de saulines, ce qui permet d'avoir des sarcelles et d'avoir des canards colverts et autres. Vous avez du faisan, vous avez des lapins, vous avez du lièvre, et puis des bécasses, parce que je crois qu'il y a un bon territoire à bécasses, et bien sûr des grands animaux, chevreuils, et cervidés, parce qu'en fait ici vous avez le droit, je crois, de tirer un cerf, moins de 8, ça, une biche infant, et puis sanglier, bien sûr, parce que ça, des sangliers de passage, il y en a tout le temps en fait. Eh bien, le prix d'une maison comme ça, notre vendeur va nous le dire. Hein le prix de l'ensemble. De l'ensemble, des 97 hectares. Oui. 15 millions. Non, pas 15 millions, non, 1 million, non, 1,5 million d'euros. Ça dépend. Quand on arrive dans les justes prix, on peut vendre ça dans les 3 mois. À peu près, il faut un délai de 3 à 6 mois à peu près pour vendre une propriété quand on arrive dans les justes prix. C'est toute une économie qui profite de la chasse. Les éleveurs en premier lieu. La Sologne, en 20 ans, est devenue le premier producteur de gibier d'élevage en France. Des activités indirectes profitent aussi de la manne financière. Hôtels, restaurants, traiteurs, vétérinaires. En tout, la chasse générerait plus d'1 millier d'emplois. Durant la saison, Patrick de Froberville organise dans la propriété familiale des journées de chasse. Une rentrée d'argent qui lui permet d'entretenir l'immense domaine.
Quand on veut avoir le résultat, c'est-à-dire que les gens s'amusent bien, c'est toujours un peu stressant. On ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais comment les oiseaux vont voler. Et bon, le plaisir, c'est pas le mien, c'est celui des autres. Donc c'est très difficile d'arriver à ce que les autres soient satisfaits. Et bon, c'est effectivement stressant. Ah oui, mais il y a de l'eau là. Il a des grandes ouvrières. Apporte là. Oui, très bien. Hein, ouais. Très beaux oiseaux. Ça a bien volé. Ça hein. a bien volé, oui, tout à fait. Il y a un bon nuage. C'était très beau. C'est un bel étang. Oui. C'est pas À la du lâcher, pêche, ça doit être sympa. C'est pas du lâcher. Hein. Oui, c'est pas. Ça C'est plus difficile, mais c'est plus sympa. Oui, tout à fait. Hein. Chaque coup de fusil doit être un coup de fusil On a sympa. fait des très beaux coups de fusil. Voilà. Hein. On a tenté quelques doublés. Comme je vous le disais, il faut laisser les plus bas et pour tirer les plus sympas. Hein. C'est d'abord avec des gens sympathiques que l'on organise une bonne journée. Ensuite, il faut qu'il y ait du gibier qui vole bien. Vous avez pu voir que ça volait bien. Troisièmement, il faut un peu de technique. La technique, c'est savoir faire lever ces oiseaux pour qu'ils passent au-dessus des fusils. Et ça, c'est pas toujours facile et on peut se tromper. C'est pas une science exacte. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours comme on voudrait que ça se passe. Mais vous avez quand même pas mal tiré. Ah oui. Combien alors? Dites-le tout. 360 coups de fusil, c'est pas mal. 360 coups de fusil. Effectivement, je ne sais pas si le rapport va être aussi... C'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours... Oui. Hein, bon, allez, à 10% près, je suis sûr de moi. Ouais. Hein. Je ne sais pas si le rapport va être aussi satisfaisant. Alors, 360... Non. Combien? Dites-le tout. Combien de canards? Je vais chercher le véhicule. On a des amis qui tirent pas mal. Hein. On a des amis qui tirent pas mal. 80 pièces, c'est bien pour une battue quand même. Hein. Pour un étang, c'est pas mal. Bon, on verra le résultat final ce soir. Hein. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. On n'a pas eu la... Comme on n'était pas dans les temps, on ne voyait pas les volets. Je dirais depuis des générations, on arrivait à chasser dans sa famille en invitant ses amis sur son territoire. Mais bon, cette période est un peu révolue. Le revenu que l'on peut tirer d'une propriété de ce genre, c'est très limité. C'est surtout beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes et beaucoup de coûts d'entretien. Donc depuis maintenant 70 ans, cette propriété est louée pour la chasse. C'est simplement pour pouvoir permettre d'entretenir. Et d'entretenir, c'est quoi? C'est d'entretenir la propriété, laisser certaines parcelles en culture. Nous faisons une vingtaine d'hectares de culture, donc grâce à ça, nous maintenons des cultures et des plaines sur la propriété. Ça entretient les allées de chasse, ça permet d'avoir un entretien de propriété, les chemins, mais malheureusement, ça ne paye pas les travaux de cette maison. Il faut avoir d'autres revenus. Mais une Sologne dédiée à la chasse n'est pas du goût de tout le monde. Alain Beignet, journaliste et naturaliste, se préoccupe du déclin de cette activité. Quand on imagine que ce territoire est privatisé à 99,9%, que tout repose au niveau de la volonté d'aménager le territoire sur cette activité économique, encore heureux qu'elle rapporte de l'argent au territoire. Il ne manquerait plus que ça. Je veux dire, le problème, c'est que cet argent qu'elle rapporte au territoire, il se divise à peu près par 2 tous les 10 ans.
depuis les années 70, ce qui quand même commence à poser quelques questions, c'est-à-dire est-ce qu'il faut spécialiser encore tout ce territoire à une seule activité cynégétique? Coup dur, en 1974, le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing interdit aux entreprises d'inclure les dépenses liées à la chasse dans les frais de société. C'est là où on a commencé à avoir les propriétés licenciées, un certain nombre de personnels qui étaient dans leur propriété. Après, l'économie de la chasse, c'était plus les terres ont monté, plus on a vu arriver des gens qui avaient beaucoup d'argent mais qui restaient chez eux. On a vu aussi des gens qui avaient moins d'argent, qui voulaient une plus petite propriété à partir du moment où il y a eu du morcellement. Et ces gens-là, ils arrivent avec leur victuailles. Ce sont les femmes qui font la nourriture, qui font à manger, qui font la cuisine. Et l'économie a commencé à dégringoler à ce moment-là. Les gens ne vont beaucoup moins dans les hôtels. L'hôtellerie, par exemple, qui bénéficiait beaucoup de la chasse, a considérablement périclité avec les chasseurs. Pierre Ocante, le propriétaire du musée du braconnage, est plus virulent. Il ne donne pas cher de l'avenir de la chasse des grands animaux. 70% de la surface agricole a disparu. Cette mosaïque de bois, de prairies, de champs cultivés et de landes qui faisait la richesse de la Sologne est pour lui en voie d'extinction. Comme d'habitude, c'est le désert. Les cerfs, ils aiment les grandes forêts pour le repos, mais les cerfs, ils ont besoin de prairies comme ça pour se nourrir. Et encore, là, c'est des mauvaises prairies, c'est maigre. Ils vont aller de préférence dans des bonnes prairies, bien grasses. Vous pouvez leur faire confiance, ils savent se nourrir. C'est assez hallucinant de voir en 30 ans le nombre de fermes qui ont disparu, le nombre de friches, de zones qui sont retournées au bois. Moi, je trouve ça même carrément oppressant. Moi, j'ai besoin d'horizon. Un horizon cloisonné où la plupart des propriétés privées sont clôturées par des kilomètres de grillage. La plupart du temps, vous allez circuler en Sologne, vous avez vu, on circule en tranchée forestière, on ne voit pas une fenêtre de paysage à droite, à gauche. C'est inquiétant, ça. C'est un déclin qui s'est fait sur presque un siècle, mais qui s'accélère depuis 20 à 30 ans. On est passé d'un domaine qui était un domaine agricole chassé à des domaines qui sont des purs domaines de chasse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour le paysan. L'agriculteur, il a été gentiment évacué. Imaginez une propriété comme ça, là, c'est une ancienne ferme, 35 hectares. Bon, ça n'est absolument pas viable. Donc aujourd'hui, pour un agriculteur, il faudrait 150 hectares. Vous imaginez 150 hectares en Sologne, le prix que ça peut valoir? C'est hallucinant, ça se compte en millions d'euros. Donc pour cultiver, rien récolter, pour que les cultures soient dévorées par les sangliers, c'est pas possible. Alors ça, je parle en propriété. Mais si on imagine le problème du fermage, les chasseurs ne veulent plus de fermiers sur leurs terres. C'est clairement une moins-value sur la propriété. Et une moins-value qui peut se chiffrer à quelque chose comme 100 000 euros. C'est le prix qu'il faut payer pour foutre un paysan qui a un bail dehors. Alors que ce paysan, il est capable de rendre une terre intéressante pour la chasse. Donc il y a une contradiction complète. On ne veut pas faire une chasse qui soit naturelle, on veut faire une chasse qui soit une pièce de théâtre qui se joue avec des invités, avec... C'est comme ça que c'est conçu. Alors le paysan, il est en trop, quoi. Un autre monde, une autre pratique, au milieu des Cévennes. Ici, la chasse reste un loisir populaire. Elle appartient aux gens du cru et ils veulent la défendre. En Lozère, ils sont 7200 chasseurs à se partager 530 000 hectares. Une moyenne de 75 hectares par chasseur, des surfaces qui ont de quoi faire rêver. Et le tableau est au rendez-vous.
6 000 sangliers, 4 000 chevreuils, 800 cerfs. Côté petit gibier, se côtoient lièvres, cailles, bécasses, grives, perdrix rouges et grises. Unique en France et pour un prix incroyable, le chasseur n'a qu'à verser une cotisation de 60 € seulement par an à l'association de son village. Mais ici, au plus profond des paysages, un événement vient de bouleverser le petit monde de la chasse. 800 hectares viennent d'être clôturés. Alain Levé, chasseur lui-même, a pris la tête des opposants. Voilà, c'est tout ça, toute cette montagne. Vous avez un village tout à fait au fond, là-bas, et la forêt descend jusqu'au pied du village, là-bas. Et ça suit toute la crête, sur peut-être 3 km. Les locaux ont été vraiment pris pour des indigènes. On a récupéré leur montagne. Leurs ancêtres s'étaient battus pour préserver cette montagne. Et leur histoire était là-dedans. On les a sortis de la montagne et voilà ce qu'on a mis à la place. Les gens de 60 villages, c'est-à-dire des villages qui incluaient Châteauneuf, qui allait jusqu'à Amande, Langogne, Luc, Chasse-Ranès, venaient au bois ici. Et il y avait les moutons qui venaient pâturer et les gens qui venaient couper leur bois de chauffage. Et pendant des siècles, les gens ont réussi à préserver leurs droits. Il a fallu arriver ici en 2000 pour que les droits disparaissent. Combien de kilomètres de clôture là? Il y a 25 km, on va dire, à peu près. En gros, on n'a jamais trop essayé de calculer, mais en gros, 25 km, c'est le chiffre qui peut être retenu. Et voilà le travail de la nature, c'est-à-dire qu'avec le gel, le poids de la neige, et bien voilà, le grillage s'ouvre sur toutes les longueurs de partout. Est-ce que c'était tellement judicieux d'installer une clôture comme celle-ci à 1500 mètres? Franchement, techniquement, il semble que c'était un effort inutile, économique, et un saccage vraiment d'un espace exceptionnel. Il y avait énormément de chevreuils, de sangliers. Ici, les chasseurs n'étaient pas très nombreux, et il y avait un échange de cheptels, chevreuils, sangliers, ça se passait très bien. Et la réserve, elle était là, dans le Grand Bois. Maintenant, là-dedans, quand il y a eu la clôture, il y a des sangliers qui sont morts à l'intérieur lors d'une sécheresse de 2004, je crois. Et par exemple, cet hiver, la neige est restée très longtemps. Il a neigé à partir du 20 novembre et la neige est restée jusqu'à Pâques. Et donc, quand on montait avec des raquettes ici, sur le sommet, on voyait des carcasses de chevreuils qui avaient été arrachées à travers la grille par les renards. Et apparemment, les chevreuils sont morts de faim à l'intérieur, sans possibilité de descendre des endroits meilleurs dans les fonds de vallée. La grille les a empêchés de descendre. C'est fait pour que les animaux meurent et remplacés par d'autres, puis c'est tout, hein. On achète, donc apparemment il faudra tuer, et puis acheter et relâcher, et voilà, c'est ça la logique de toute façon. Hein. La Fédération de chasse a réagi vivement face à ce qu'elle appelle la solonisation du pays. Car ici, on chasse sur des terrains communaux ou appartenant à de petits propriétaires, sur les terres des uns et des autres, une pratique typique du Midi. Nous, ce qu'on ne voudrait pas au niveau de la Lozère, c'est qu'il y ait une solonisation en fait, de la Lozère. C'est-à-dire une parcellisation de nos belles chasses communales par rapport à une multiplication de petites chasses privées au détriment finalement de chasseurs locaux et au profit de quelques bourses bien remplies venant de l'extérieur. Alors ça, nous n'en voulons pas. Maintenant, on sera bien obligé de l'accepter si tel était le cas. Alors en ce qui concerne plus généralement ce qui concerne l'enclos, la finalité, je pense, va être une chasse peut-être commerciale. Bon, mais c'est point barre, il n'y a plus rien à dire. Je veux dire, c'est à l'antithèse, c'est à l'opposé au point de vue éthique, au point de vue de l'idée qu'on peut se faire de l'organisation synégétique dans un département comme nous ici. C'est pas finalement une chasse cloisonnée, un enclos faite sur un territoire donné qui va donner de la vie à nos communes. Donc il faut absolument, c'est vital, c'est un enjeu vital. C'est pour ça qu'on y est opposé au niveau de notre position éthique. On y est opposé, mais même si au niveau du droit on ne peut rien faire.
C'est pour ça que je me battrai. C'est pour ça, c'est-à-dire c'est pour cette chasse telle qu'elle est organisée en Cévennes et dans le département de la Lozère, basée sur des sociétés de chasse communales, intégrées au tissu social lozérien et source de vie, de convivialité, comme on a pu le vivre aujourd'hui à travers toute cette journée. C'est pour ça qu'il faut se battre, parce que c'est un art de vivre, c'est un art de vivre, c'est une philosophie aussi, c'est une philosophie. Et voilà, et ça, c'est trop précieux, il faut le garder. Un bien trop précieux, un bien qui attire les convoitises. Aujourd'hui, toutes les terres de chasse ont pris de la valeur en France, car les populations de gros gibier ont augmenté. Paul-Henri Ansen-Cata, rédacteur en chef de Plaisir de la chasse, a été le premier à démontrer comment la réussite d'une politique d'augmentation des populations modifie le comportement des propriétaires. Le territoire devient alors un bien à valoriser. Le système demandé par les chasseurs, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est ce qui a permis de restaurer les populations de grand gibier en France. Si on n'avait pas fait ça, aujourd'hui en France, il n'y aurait plus de chevreuils, et je ne sais pas s'il y aurait des cerfs ailleurs qu'à Chambord. Et des sangliers, il y en aurait, comme dans les années 45-50, très peu. Bon. Donc c'est une réussite en tant que telle. Ce système est incontestablement une réussite. Mais comme toute réussite humaine, comme tout progrès, il a ses avatars. Dès lors que des nouveaux flux financiers sont générés par la nécessité d'indemniser les dégâts, ça a des conséquences sur le prix des cotisations des chasseurs, ça a des conséquences sur la valeur des territoires. Un territoire où il n'y avait pas de grand gibier et un territoire où il y a du grand gibier, eh bien, il n'a plus la même valeur pour une raison très simple, c'est qu'un territoire où il y a du grand gibier, eh bien, il peut faire l'objet d'un prix de location, d'un prix d'adjudication, d'un prix de sociétaire, de cotisation, etc., plus élevé. Donc le propriétaire foncier, lui, d'un seul coup, ouvre les yeux. Quelqu'un qui loue un territoire, je vais prendre un exemple tout simple, qui loue un territoire où se tuent 50 sangliers, à côté d'un autre territoire où il se tue également 50 sangliers. On va prendre deux territoires de surface égale de 200 hectares. Il y en a un qui, par tradition familiale, le laisse le chasse lui-même ou le laisse à des prix très modiques aux sociétés de chasse locales. Et l'autre va le louer à des extérieurs. Et va le louer beaucoup plus cher. Celui qui le loue à un prix très modique, ou qui le laisse d'ailleurs, ou qui le donne, qui laisse chasser, au bout d'un moment, il va se dire, attends, j'ai une valeur que je n'exploite pas. La preuve, c'est que le territoire voisin ramasse X milliers de francs chaque année par la location, moi je ramasse rien. Et un jour, inévitablement, lors d'une succession, peu importe, inévitablement, il mettra une valeur marchande sur la location de sa chasse. Les chasseurs le déplorent, c'est un facteur d'exclusion, c'est vrai, mais à l'origine, qui en est responsable ? Les chasseurs eux-mêmes, mais on ne va pas leur reprocher. C'est le propre de la vie. C'est comme si on disait que les grandes surfaces, c'est un véritable scandale. Mais s'il n'y avait jamais eu de marché, il n'y aurait jamais eu de grande surface. Il y a eu d'abord des petits marchands, puis ensuite des grands marchands. Voilà, c'est la vie. Dans une société marchande, le rapport du chasseur à son loisir s'est modifié. L'activité synégétique est entrée dans le siècle de l'offre de services. Cette mutation, les professionnels de la chasse commerciale l'ont bien saisie. Les chasseurs seraient environ 600 000 à fréquenter les chasses dites professionnelles. En moins d'une décennie, on est passé de 200 à 400 territoires commerciaux. Je vous demande d'écouter studieusement les règles et de les appliquer à la lettre aujourd'hui. Tout chasseur est responsable de son tir. Tout déplacement en voiture ou à pied se fait arme déchargée, démontée ou ouverte vers le sol. Vous ne mettez jamais en joue la traque et ne balayez jamais la ligne avec votre arme. Le tir d'un animal rentrant dans la traque est interdit. Ne tirez pas précipitamment, attendez, soyez prudents. On va voir beaucoup d'animaux aujourd'hui, mais il sort de l'organisation. François Aubrin est tombé dans la chasse commerciale presque par hasard. Au départ, ses amis lui demandent d'organiser des journées de chasse. Très vite, il se prend au jeu, cherche de nouveaux territoires et constate que de nombreuses sociétés n'arrivent pas à remplir leurs journées. Il décide alors de monter sa propre société. Vous ne tirez pas de sanglier de plus de 50 kilos. Si vous ne connaissez pas, vous demandez à votre voisin de vous expliquer. Un sanglier de moins de 50 kilos, Ludo, c'est
Un sanglier qui arrive au genou. Voilà. Donc l'idée ce matin, c'est de découvrir le parc, passer une bonne matinée sans trop prélever d'animaux pour que cet après-midi, on puisse en avoir un petit peu plus. Le tarif dépend de la prestation convenue ou de la bête abattue. Quelquefois, les tireurs se font plaisir, mais alors le prix augmente. En règle générale, la société achète les sangliers ou les cervidés au kilo. Un sanglier se négocie 5 € le kilo à l'éleveur pour se vendre 8 € aux chasseurs. Alors, vous avez tiré Vous avez tiré. Lapin, j'ai vu ici. Bon, à part les trains, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai eu l'occasion de voir passer des trains. Et par contre, j'ai vu les sangliers passer à Bruno, qui lui a tiré. Lui a tiré encore? Bruno a tiré. Quel numéro tu as? Qu'est-ce qui a tiré un gros sanglier pour se faire plaisir? Bravo. Bel animal. C'est un gros sanglier. Enfin, vous avez pas trop l'habitude. Non, c'est la première fois que je tire, mais bon. Bon, bravo. Beaucoup de fusils. Vous avez mis une balle dans les suites du sanglier, voilà. D'accord. Un petit peu derrière. Mais on va vous le montrer, il est très très beau. Bon. Merci. Il est très lourd, c'est ça que vous voulez dire? Il est très beau. C'est un grand vieux mâle. Je pense que vous pouvez appeler votre mère. Est-ce que je peux appeler mon avocat? Oui, votre avocat aussi. Il y en a ici, hein, si vous voulez. Ça va lui coûter environ 700 €, quoi. Pas mal. Non, mais c'est des grands vieux sangliers, ces sangliers qui ont 5 ans, qui ont des très grands trophées. Tu verras ce soir au tableau, et c'est des sangliers qui ont un certain coût, mais en Europe de l'Est, il n'est pas rare de les voir à 2 000 ou 3 000 € ces sangliers-là. Look at this. It's a wild boar, it's another hand. Il a l'habitude de tripoter les bécassines. Alors, tous les chasseurs sont là? Allez, on y va. On continue sur le même principe, c'est-à-dire sanglier de moins de 50 kilos, et un par traque par personne, et une biche ou un jeune. Allez, une biche ou un jeune, une fois que c'est tiré, on arrête de tirer. Et on sonne bien tout le monde. Le prix d'une chasse commerciale varie énormément, de 100 à 1000 € selon le tableau. Mais surtout, il faut limiter l'ardeur des chasseurs, car ici, le gibier est en abondance et il est facile de faire un carton. C'est la principale préoccupation de François Aubrin. Là, on doit en faire une quinzaine. Et je crois qu'ils en ont déjà fait une dizaine et il est 1h de l'après-midi. Et ce qui est très compliqué, c'est d'allier le nombre de chasseurs, le nombre de pièces prévues au tableau. Donc là, on est déjà très avancé sur le tableau ce matin. Et pourtant, il faut qu'on tienne jusqu'à ce soir en essayant que les gens ne tuent pas trop de sangliers avant ce soir. La chasse commerciale est liée au monde de l'élevage. Elle vient de traverser une crise majeure, la grippe aviaire. Sans les éleveurs et leurs millions de faisans, cette chasse n'existerait pas. L'année dernière, l'activité est passée juste à côté de la catastrophe. Éric Poulain, le président du syndicat des éleveurs, s'est senti bien seul et il ne cache pas sa colère face à un autre monde de la chasse qui ne l'a pas toujours soutenu. À la convention annuelle, le dirigeant met en cause les fédérations de chasse. Nous avions souvent l'occasion d'entendre. Dans un pays de liberté comme le nôtre, il est important que chacun laisse aux uns et aux autres la liberté de chasser comme ils l'entendent et non pas l'enfermer dans d'innombrables interdictions. Il faut accepter que l'autre chasse d'une manière différente. Il est temps que chacun ouvre les yeux sur les réalités. Il faut briser l'omerta. En France, un chasseur sur deux, soit environ 700 000 individus, chassent du gibier d'élevage. Il est pour nous, éleveurs de gibier, hors de question de nous excuser d'être éleveurs. Mais malgré cela, nous pouvons être de véritables partenaires.
L'élevage en France est devenu un partenaire essentiel du monde de la chasse. Chaque année, on produit 60 millions d'œufs à couver, 14 millions de faisans, 5 millions de perdreaux, 1 million de canards, 500 000 sangliers et 120 000 lièvres. La filière affiche 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est désormais leader en Europe. Plus de 10 000 emplois et 1200 entreprises sont concernées. Pour autant, la profession se sent mal aimée. On est la poisse de la chasse, on est considéré comme la brebis galeuse, un mal nécessaire. Voilà. Nous sommes pour certains un mal nécessaire. Le deuxième problème, c'est vis-à-vis des fédérations de chasseurs. Autant le dialogue au niveau national est clair, mais localement, dans les départements, dans les régions, nous avons des problèmes où certains veulent multiplier les GIC, interdire certains lâchers, réduire les périodes de chasse. Réduire au tir exclusif du coq et pas tirer la poule. Je pense que on a participé depuis de nombreuses années à maintenir le nombre de chasseurs. Si on est encore 1 400 000 chasseurs, c'est que c'est grâce en partie aux chasseurs de petit gibier. La chasse commerciale a amené son savoir-faire. Mais peut-on parler véritablement de deux chasses distinctes ? Il ne faudrait quand même pas commettre l'erreur de se dire que l'idée des animaux lâchés, c'est une idée très nouvelle. Depuis des siècles, on lâchait des animaux. Vous avez ces grandes battues, vous aviez des élevages de cerfs, vous avez des forêts comme dans la forêt des Vosges, par exemple. On redécouvre aujourd'hui qu'au XVe siècle, les seigneurs avaient des parcs à cerfs. Donc, l'artificialisation de la chasse, ce n'est pas une idée très très nouvelle. Mais bien évidemment, c'était réservé davantage, on va dire, à des milieux très très aisés. Les grandes battues, les grandes tirées de faisans en forêt de Fontainebleau, c'était bien sûr des animaux élevés en volière par le pouvoir impérial. Bon, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une démocratisation de la marchandisation. Mais le propre de la société de consommation, c'est bien ça. C'est que tout le monde peut accéder à des coûts bien moindres à ce à quoi accédaient autrefois des gens qui avaient le privilège de l'argent. La chasse, en devenant populaire, est devenue un produit marchand comme un autre. D'une tradition qui n'avait guère évolué au fil des siècles, nous sommes passés à un business qui pèse désormais plus de 2 milliards d'euros. C'est l'État qui profite le plus de cette manne financière, grâce aux 7 millions d'euros de taxes et de timbres que les chasseurs lui versent, mais surtout grâce aux 72 millions d'euros de redevances tirées de la location du million d'hectares des forêts domaniales. Il y a une autre dimension de la marchandisation de la chasse non dite, non avouée. C'est que quand vous êtes adjudicataire d'une forêt domaniale, d'un lot en forêt domaniale, que l'ONF, par le jeu des enchères, parce que l'ONF participe largement en la matière à la marchandisation de la chasse, puisque les lots en forêt domaniale sont mis aux enchères. Donc en fait, des logiques d'argent rentrent immédiatement. Quand les détenteurs de ces lots qu'ils ont acquis fort cher, de façon un lot de 100 000 euros par an, avec un engagement de plus que décennal, c'est pas une exception. Qu'est-ce qu'il doit faire, le détenteur de ce lot? Il faut bien qu'il trouve des compagnons de chasse qui vont contribuer au paiement de cette adjudication. Donc il va y avoir des actions à des prix très élevés. Mais pour garder les chasseurs dans ce lot-là, il faut que ces chasseurs qui paient très cher leur action soient certains d'avoir des tableaux importants. Pour avoir des tableaux importants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en telle sorte que les sangliers soient nombreux. Pour que les sangliers soient nombreux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les agréner beaucoup. Donc en fait, on fait d'une certaine façon de la chasse commerciale. On artificialise. On artificialise. La chasse a ses excès comme toute autre pratique. Une pratique qui, au fil des décennies, est entrée dans l'ère du loisir et de la marchandisation. Elle n'est que le reflet d'une histoire contemporaine.